Donc on est dans la caverne et il y a un ours des cavernes. Là, si je commence à faire un tableau avec les avantages de rester face à l'ours, les inconvénients, et que je fais une analyse de toutes les situations possibles, etc., il est probable que ma vie s'arrête là. Donc en termes de survie, ce que j'ai besoin, c'est que instantanément, il se passe quelque chose. Et c'est ça que font les émotions. Elles vont produire quelque chose dans notre esprit, notre corps, qui va nous permettre de réagir instantanément, sans réfléchir. Alors le problème, c'est dans la solution, c'est que c'est sans réfléchir. Donc ça peut amener aussi des décisions qui sont un peu moins bienvenues. Mais il faut avoir en tête que c'est ça qui nous a aidés à survivre à travers les difficultés de la race humaine, parce qu'on a très peu d'équipement en termes de dents, de griffes, de force musculaire pour se battre contre les ours ou quoi d'autre. Donc dans les mécanismes de survie, on avait ça. Vous avez aussi souligné, on a une salle vraiment très connaissante, les aspects sociaux. C'est une des fonctions, l'émotion. On peut avoir des émotions seules, bien sûr, mais c'est une des fonctions de l'émotion. C'est que si vous me voyez tout à coup très triste parce que le micro ne fonctionne pas, toute la salle va le voir immédiatement. Vous n'avez pas besoin, que je fasse une déclaration sur mon état émotionnel, vous le captez immédiatement. Et vous le captez même si vous ne voulez pas le capter. C'est comme un traitement permanent d'information. En permanence, on se regarde, en permanence, on s'évalue. C'est ce que font les humains. Et donc, on sait l'état émotionnel des uns et des autres. Et ça nous permet d'améliorer nos interactions sociales. Améliorer nos interactions sociales, ça nous permet de faire groupe. Et là aussi, ça améliore notre survie quand on parle en termes d'espèces. Au niveau des pensées, donc on va y revenir, mais les émotions vont modifier notre façon de penser. Donc ça va modifier à la fois les pensées et ça va modifier aussi la physiologie, c'est-à-dire ça modifie le corps. Et de ce côté, on a parlé des liens corps, esprit, émotion. Effectivement, tout ça c'est lié. On va y revenir après. Les émotions d'un côté, les pensées de l'autre, le corps de l'autre, les comportements de l'autre, c'est des réseaux neuronaux, c'est des réseaux corporels qui sont tous liés ensemble. Et si j'en déclenche un, je déclenche tout le combo en même temps. Donc s'il y en a un qui part, il y a tout qui part en même temps. Si j'ai une pensée triste, je vais avoir des émotions tristes, mon corps va adopter une position triste et je vais avoir des comportements reliés à la tristesse. Pareil pour la peur, etc. etc. Je l'illustre de cette façon pour que ce soit plus simple à comprendre. Imaginons que j'ai peur. J'ai par exemple de l'anxiété sociale. J'ai peur des relations sociales. Donc si j'ai peur des relations sociales, que je me retrouve là face à vous, je vais me sentir en danger parce que j'ai peur des relations. Donc mon cerveau, il va faire l'émotion, c'est la peur. Et les pensées, mon cerveau, il va dire tu es en danger, ils vont te critiquer, ils vont avoir une mauvaise opinion de toi, etc., etc. Donc mon cerveau, il va produire automatiquement, je n'ai pas besoin de réfléchir, c'est comme des processus automatiques, il produit tout un tas de pensées. Donc vous l'avez peut-être expérimenté avec la peur, avec la tristesse, avec la colère. Il y a tout un tas de pensées qui arrivent en même temps. Et puis il va y avoir des comportements physiques. Donc les comportements qui sont souvent associés à la peur. Si je vais regarder à quel point mes chaussures sont jolies, j'évite les contacts, je vais avoir tendance à être plus proche de la porte. Je vais avoir toute une série de comportements qui sont comme automatiques. Et si j'y réfléchis pas, je vais les faire sans m'en rendre compte. Ils sont inconscients. Et au niveau physiologique, je vais avoir des phénomènes comme l'augmentation de la fréquence du cœur. C'est-à-dire que c'est pas du tout délier l'émotion et le corps. Donc je vais avoir tous ces phénomènes qui vont arriver en même temps. Alors pourquoi c'est important? C'est important notamment pour les thérapies. Parce que par exemple, Argy, je ne sais pas à quel moment vous voulez prendre. C'est important, par exemple pour les thérapies, on va utiliser des portes d'entrée pour gérer les émotions. Donc si vous voulez mieux gérer vos émotions, il faut que vous compreniez ça. Si vous comprenez ça, vous allez comprendre qu'il y a plusieurs portes d'entrée, plusieurs voies pour améliorer les émotions. La première porte d'entrée, c'est les pensées. Donc vous avez des pensées qui sont associées à des émotions. Là, je prenais l'exemple de j'ai peur devant les gens. Je pourrais réfléchir à qu'est-ce qui se passe et je pourrais avoir ce qu'on appelle des pensées alternatives. Je pourrais dire finalement ils n'ont pas l'air si pires,
sortir, personne m'a lancé quelque chose. Donc j'ai des pensées catastrophiques, d'accord. Il y en a 2-3 qui se sont endormis, c'est vrai, mais il y en a 4-5 qui sont réveillés, donc ça fait la moyenne. Donc je peux avoir tout un tas d'autres pensées qui viennent combattre cette pensée automatique qui généralise et qui est négative. De la même façon, l'autre porte d'entrée que je peux faire, c'est jouer sur le comportement. Alors, par exemple, tiens, je vais vous poser la question, si je suis triste, quel comportement je pourrais faire pour être moins triste? Est-ce que vous avez des idées? Parlez, je vois des mains, mais allez-y. Sourire, oui. Une personne a dit se distraire ici. Ah, c'est Argine qui parle. Oui, se distraire ici. Danser. Manger des chamallows. On a tous nos stratégies pour être plus heureux. Appeler un proche, ouais, carrément. Écouter de la musique. Complètement. Ça fait partie des stratégies qu'on peut adopter. Le comportement, généralement, je trouve qu'il est très en lien avec l'émotion qu'on ressent. On va ressentir une émotion qui va nous inviter à un comportement. Moi, généralement, quand je suis triste, j'ai plus envie de m'isoler. J'ai pas forcément la capacité de me dire « Allez, je vais essayer de mettre plus de joie ». Et pour autant, agir à l'inverse de ce que l'émotion nous indique, parfois c'est un puissant levier pour pouvoir réguler ces émotions. Donc c'est l'action opposée, on va à l'envers de ce que nous disent nos émotions pour essayer de la réguler. Donc là, vous avez donné plein de stratégies pour la tristesse, on en essaye 2 autres. On va essayer la peur et puis après on ira à la colère. Pour la peur, qu'est-ce que vous avez comme stratégie? La fuite. Faire face, c'est ça? Respirer. Réfléchir, rationaliser. Ne pas penser. Ça, c'est avec la team des personnes qui peuvent contrôler leurs émotions et choisir sa finalité. Un sacré super pouvoir, ça. Méditer, fermer les yeux. Ok, se recentrer complètement. Ça peut faire partie des comportements alternatifs qui nous permettent de réguler nos émotions. Effectivement, je pense que quand on a peur, on a plutôt tendance à avoir envie de fuir. Ça serait peut-être l'urgence à agir dans l'émotion. Et du coup, pouvoir se réguler, ça serait de ne pas fuir et pouvoir faire face avec des stratégies de régulation émotionnelle. On en a pas mal, hein? C'est super. Il nous manque la colère. Faire un câlin, une randonnée, le sport, relâcher le corps, sourire encore, se laver le visage à l'eau froide. Est-ce que c'est pas étrange ça? Je vous remercie beaucoup. Vous me faites la transition avec la prochaine compétence, c'est le mot qu'on utilise de notre bord. Mais Argine, sur la colère, vous avez des propositions à faire sur les comportements, les actions opposées? Je vais avoir vraiment envie d'embrayer sur la dimension d'après, donc je vais m'arrêter. Donc, il y a une des choses aussi que je trouve importante, c'est une des choses qu'on fait quand on fait des thérapies. Moi, je suis vendu aux thérapies de groupe, et notamment pour exactement ce qui se passe là, c'est-à-dire les idées qu'ont les uns peuvent alimenter vos réflexions. Ça ne veut pas dire, là on avait des câlins, ça ne veut pas dire que tout le monde doit faire des câlins quand il est en colère, je ne vous garantis pas que ça marche pour tout le monde, mais peut-être qu'il y en a quelques-uns à qui ça va donner l'idée de le faire ou de faire autrement. Alors ça m'arrive d'arriver dans le bureau avec de l'eau glacée, mettez la tête dedans pour voir qu'est-ce qui se passe quand ils ont une émotion intense. Et quand on a eu le vécu expérientiel, quand on a fait l'expérience que, ah ouais, l'émotion baisse, bah là on me croit un peu plus. Ou alors la deuxième façon pour que quelqu'un vous croie, c'est de demander à quelqu'un qui a l'expérience de se réguler avec. Et je suis en train de me perdre. J'ai répondu à votre question. Bon, moi je pense qu'il y a 2 enjeux. C'est à la fois le fait de pouvoir proposer des stratégies qui ne sont pas connues par la personne,
mais aussi de pouvoir, et c'est ça qui a fait que moi j'ai réussi à commencer à tester de nouvelles choses, c'est de me rendre compte que, en fait, j'en avais déjà des stratégies de régulation émotionnelle qui passaient par le corps, je me rendais juste pas compte que c'en était. J'avais pas saisi la fonction, en fait, de ces stratégies-là. Donc je me souviens d'une dispute une fois où j'ai sorti la tête par la fenêtre de l'appartement, et il faisait tellement froid dehors parce que c'était en plein mois d'hiver, que ça m'a permis de redescendre de mon émotion. Je me suis pas rendu compte, en fait, en quelle mesure ça m'avait aidé. Je savais que ça m'avait aidé, mais j'avais même pas relevé. Donc pour moi, il y a vraiment ces deux dimensions, c'est pouvoir expliquer, en fait, comment est-ce qu'on régule une émotion, à quoi ça sert de passer par le corps, mais aussi que la personne elle puisse identifier qu'elle le fait déjà. Moi, c'est ça qui m'a convaincue d'essayer, c'est que je me suis dit, mais attends, ces trucs débiles, là, me mettre une tête dans un bac d'eau froide, ça n'a pas la tête. Quand je suis en colère, j'ai envie de tout casser, et quand je suis triste, j'ai envie de m'enfouir 6 pieds sous terre. J'ai pas envie de faire des trucs bizarres avec mon corps. Et en réalité, de me rendre compte que moi-même, j'avais déjà des stratégies, ça m'a permis de me dire, ok, je vais peut-être essayer en fin de compte, parce qu'il y a peut-être des choses à glaner. Je vais dans ce sens-là, dans ce que j'observe, souvent les patients ont vraiment beaucoup de stratégies, mais ce qui est frappant, c'est qu'ils les utilisent de façon inconstante, ou pas du tout, très rarement. Donc une des choses qu'on veut, c'est qu'ils les rendent comme des automatismes dans leur comportement, dans leur cerveau, donc on veut qu'ils pratiquent leur stratégie. La chance qu'on a au Québec par rapport à Lyon, c'est que quand on ouvre la fenêtre et qu'il fait froid, il fait vraiment froid. Donc une autre façon de décrire ce qui se passe et qui va être, vous allez voir, c'est important pour bien comprendre et pour faire la transition vers ce qui est plus psychopathologique, qui est plus un désordre, c'est comment ça se passe la modulation d'émotions. Donc pour qu'une émotion arrive, il y a un déclencheur, donc il y a quelque chose qui se passe dans notre environnement ou dans notre tête qui va déclencher une émotion. Cette émotion va avoir une intensité. Argine a parlé d'émotions, je ne sais plus le mot, mais très fortes ou dysrégulées. Il n'y avait pas un où c'était très fort, je ne sais pas, en tout cas. Les émotions peuvent être à 1 sur 10, 5 sur 10, 10 sur 10, il y a une intensité. Vous voyez de quoi je parle, hein. Vous pouvez être un peu joyeux ou complètement euphorique. Donc il y a une intensité, et puis après il y a une modulation, ce qui est vachement pratique. Imaginez si vous êtes en colère le matin et que vous restez en colère toute la semaine, ben c'est moins pratique. Voir que vous restez en colère tout le mois, à la même intensité, c'est moins pratique. Donc c'est les 3 choses qui se passent dans le cerveau, le déclencheur, l'intensité, la modulation. Donc le déclencheur, il y a des déclencheurs universels. Si je prends un serpent que je vous le jette dessus, la plupart d'entre vous, donc sauf ceux qui ont fait un apprentissage particulier avec les serpents, la plupart d'entre vous, il y a comme un réflexe, vous allez avoir de la peur. On est conditionné, c'est comme tout le monde a ça, on est programmé pour ça. Donc ça, du coup, c'est assez facile à comprendre. Quand vous voyez quelqu'un qui est face à l'ours des cavernes et qu'il a peur, la plupart d'entre vous, vous comprenez qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Vous avez d'autres situations, ça va être des émotions qui sont déclenchées par des pensées. Je crois que c'est québécois, se craquer, ça se dit pas en français. Bon, ben, je vous apprends, on va faire des mots vocabulaire québécois en même temps. Tiens. Donc se craquer, c'est quand on se fait soi-même un film. On rumine, et je sais pas si ça vous était, enfin j'imagine que ça vous est arrivé, mais on va se mettre en colère tout seul. Donc on va penser à ça et à ça et à ça, et j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ci. Il ne s'est rien passé autour de nous, il n'y a rien, on est tout seul dans la pièce, mais on arrive à déclencher une émotion à partir de pensées. Donc ça c'est un autre déclencheur. Et puis il y a des... Et donc ça c'est plus difficile pour l'entourage, parce que là vous ne savez pas ce qui se passe dans la tête des gens. Et il y a encore plus difficile, donc là j'ai pris une illustration d'une histoire d'une de mes patientes qui avait subi un viol, une agression sexuelle dans un parc pour enfants. Et donc évidemment son cerveau a associé parc pour enfants à danger grave. Et donc chaque fois qu'elle voyait un parc pour enfants voir un enfant, elle était terrorisée. Et vous comprenez que ça n'a aucun sens pour les gens, donc le nouveau conjoint qui va avec elle et qui croise un parc, il y a des parcs partout à Montréal, avec un truc pour enfants et elle est terrorisée, ça n'a aucun sens. Donc ayez bien en tête qu'il y a des déclencheurs d'émotions, mais des fois de l'extérieur, c'est compliqué de savoir ce qui se passe dans la tête des gens. Le mieux pour savoir ce qui se passe dans la tête des gens, c'est de leur demander, mais ils ne veulent pas forcément toujours le dire, mais ça c'est la partie déclencheur. L'intensité,
J'arrive pas à bien dessiner, donc je ne l'ai pas mis, je crois. Ah si, on va le voir plus tard. Mais l'idée, c'est que on peut avoir plusieurs formes d'intensité, et quand l'intensité de l'émotion est très élevée, on n'arrive plus à réfléchir. Le cerveau perd sa capacité réflexive, sa capacité de réflexion. Je prends plus lourd, cette fois je prends un lion. Imaginez que je suis venu avec un lion, 2 lions, 3 lions, ce que vous voulez. Et puis je vous pose une question, je vous dis 2 plus 2, ça fait combien? Là, il y a 3 lions. Vous allez me répondre quoi? 2 plus 2. 4? Non, vous n'allez pas me répondre 4. Vous allez probablement même pas écouter ma question. Parce que tout votre cerveau est focalisé sur la priorité qui est la gestion des lions. Alors le gars derrière qui dit « 2 plus 2, ça fait combien ?» le cerveau n'est pas capable de le traiter. Ça, c'est extrêmement important que vous compreniez ça, parce que ça va vous aider à interagir avec des personnes qui sont en dérégulation des émotions, ou si vous-même vous êtes dérégulé, ça vous aide à comprendre on pourra parler du stop, l'une des compétences qu'on enseigne, c'est que votre cerveau, quand l'émotion est très intense, n'est pas capable de traiter les informations. Donc votre capacité à prendre des décisions, votre capacité à discuter est très faible. Tout le monde peut dysréguler à n'importe quel moment de sa vie. Effectivement, ça peut devenir un peu inquiétant quand ça prend beaucoup de place dans la vie de la personne et que ça a des conséquences sur sa vie. Moi, je ne sais pas trop quoi vous raconter honnêtement, si ce n'est que du coup j'ai été diagnostiquée assez tôt, ce qui aussi m'a donné beaucoup de chance et c'est pourquoi je pense je peux être là aujourd'hui si jeune en face de vous. Mais c'est vrai qu'à l'échelle de ma vie, c'était déjà trop tard, dans mon esprit en tout cas. Quand on souffre de manière générale, je pense que la temporalité, c'est jamais assez tôt avant d'avoir des informations concrètes. Et initialement, j'ai pas forcément eu tout le détail de ce que ça voulait dire quand on m'a dit oui, vous êtes borderline. J'ai pas trop compris de quoi il s'agissait. C'est un diagnostic qui est quand même assez stigmatisé. C'est aussi pour ça que c'est important de le comprendre pour pouvoir saisir les enjeux qu'il y a derrière les moments de dysrégulation émotionnelle, parce que parfois ça peut être associé à des demandes d'attention ou des appels à l'aide, des quêtes effrénées pour attirer l'attention et en réalité peut-être même manipuler. En réalité, il s'agit plutôt de stratégies de régulation émotionnelle pour pouvoir composer avec des émotions qui dysrégulent fort. Dans une réalité en tout cas de personnes borderline, ça donne une succession d'émotions qui sont assez rapides et assez intenses et qui ont pour déclencheur principal la question de l'abandon et du rejet. Donc moi, dans mon quotidien, j'avais tendance à initialement me sentir assez vide. J'avais un peu ce truc qu'on expérimente tous plus ou moins. Et là, ça prenait des proportions assez importantes parce que sans une personne pour pouvoir me sentir un petit peu complet, j'avais l'impression que ma vie n'avait pas de sens. Et parfois même, je ressentais physiquement ce vide. C'est assez difficile à décrire honnêtement. Peut-être certains d'entre vous ont déjà ressenti ce vide, parce que c'est quand même une expérience humaine. Ce qui fait pathologie, c'est quand ça prend tellement de place qu'on se sent obligé de trouver quelque chose pour le combler le plus vite possible. Et moi, c'était les autres. Donc ça a été souvent des relations très fusionnelles, avec une personne généralement, qui était devenue soit amicalement, soit romantiquement, soit même familialement, tout mon monde, et une personne que j'avais idéalisée et qui, selon moi, avait réponse à tout et auquel je voulais le plus possible répondre à ses attentes, être la personne que je pensais qu'elle voulait que je sois, pour éviter l'abandon. Parce que l'abandon, ça voulait dire le rejet, et le rejet, ça voulait dire me ressentir vide à nouveau. Et ça, c'était impossible pour moi de me confronter à ça. Donc c'était une succession de... je me sentais complètement dépossédée à des moments de qui j'étais, parce que je voulais à tout prix être ce que la personne en face de moi me donnait l'impression qu'il fallait que je sois. Et en même temps, beaucoup d'euphorie quand je l'idéalisais que ça se passait bien. Une sensation d'être compris, d'être contenu, de pouvoir tout faire. Et puis dans les moments où je ressentais du rejet, parfois c'était réel, la personne me rejetait vraiment, parfois c'était plus dans ma tête. C'était un message auquel on n'avait pas répondu. C'était la personne, elle a un nouvel ami, et du coup on se sent éclipsé. C'était des petites choses comme ça qui peuvent déclencher des réelles crises émotionnelles dans lesquelles je perdais complètement la sensation de contrôle et la sensation d'être important pour la personne en face de moi. Et dans ces moments-là, généralement, ce qui se passait, c'était que j'avais des émotions tellement fortes
que j'avais recours à des stratégies de régulation émotionnelle qui n'étaient pas du tout bonnes pour moi sur le long terme en tout cas, et qui étaient hyper efficaces. Donc je vous donne pas le détail, mais vous avez bien compris, hein, c'est la consommation de drogue, d'alcool, c'était la mutilation, toutes ces choses-là. Et ça m'a pris beaucoup de temps. Je pourrais pas vous résumer tout ce qui m'a aidé parce que c'est pas monocausal. Il y a énormément de choses qui m'ont aidé. Mais globalement, en tout cas, le fait d'avoir pu comprendre mon fonctionnement, ça a été déjà une première porte d'entrée énorme, de pouvoir déstigmatiser et désancrer ces croyances que j'avais en tête de en fait, je cherche juste à attirer l'attention, je suis pas vraiment en demande, j'ai pas vraiment besoin de, je m'invente des problèmes. Toutes ces choses-là qui m'empêchaient aussi de demander de l'aide et de parler du fond du sujet dont j'avais honte en réalité, parce qu'on se sent très vulnérable hein, quand on a des problématiques en lien avec ça. Finalement, au fur et à mesure de découvrir des stratégies de régulation émotionnelle qui me parlent, de comprendre pourquoi est-ce que j'avais des comportements autodommageables aussi, ça a été assez clé. Initialement, quand je suis arrivée dans mes premières hospitalisations, on m'a dit la mutilation ça ne se fait pas et il ne faut pas faire ça. Les borderline, on a l'habitude, ils jouent avec le règlement et en quelque sorte ils s'amusent de perturber le cadre du soin et donc il faut leur apprendre ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Donc on m'a appris ce qui ne se faisait pas et ce qui ne se faisait pas c'était la mutilation. Le but c'était de me faire arrêter et ça a super bien fonctionné. Vraiment, ça a très bien fonctionné, j'ai vraiment arrêté la mutilation, sauf que derrière, j'ai commencé la drogue et l'alcool. Et puis, quand ça a fait un peu trop de bruit, c'était les comportements à risque sexuel. Et tant que je n'avais pas compris l'utilité de ces stratégies de régulation émotionnelle, tant que je n'avais pas réussi à réguler mes émotions, je n'avais pas d'évolution positive de mon trouble. Là, ça a été compliqué pour moi de le comprendre. Et au fur et à mesure, il y a eu tout un cheminement aussi autour de apprendre à m'exposer de nouveau. Parce qu'il y a un moment donné, on arrive à réguler à peu près nos émotions parce qu'on s'expose moins, on évite les situations à risque. Donc il y a un retrait social, on évite de rencontrer des partenaires amoureux ou amoureuses, on évite les situations professionnelles, scolaires, etc. Et du coup, on va se mettre dans une espèce de petite bulle qui n'est pas forcément top, qui nous permet de tenir à peu près la barque sur la régulation émotionnelle, mais qui pour autant nous empêche vraiment de travailler sur la problématique de fond. Ça fait moins de bruit, c'est moins agissant, et pour autant, c'est toujours bien là. Voilà, je ne sais pas pourquoi je suis partie là-dessus, mais j'espère que ça vous a parlé. On va continuer à faire du lien peut-être sur le reste. Donc il y a des choses, les gens réfléchissent même pas comment ils modulent leurs émotions, ils le font comme automatiquement, puis elle revient à la normale. Ça c'est la courbe bleue. Et puis vous avez la courbe qui ressemble plus à quelqu'un qui a un trouble de personnalité limite, où vous avez déjà comme une ligne de base, je ne sais pas si vous le voyez, mais qui est plus haute. Donc il y a toujours comme une sensibilité émotionnelle un peu présente, un peu tout le temps. Donc il y a comme s'il n'y avait pas de système au calme. Et puis il y a un déclencheur d'émotion, il va partir beaucoup plus fort. Mon schéma n'est pas bien dessiné. J'ai voulu le faire avec ChatGPT, mais je n'ai pas réussi à m'expliquer comme il faut avec lui. Je voulais que ça explose vraiment de façon très haut, parce que c'est le vécu des gens. C'est pas ce qu'on voit en recherche, en fait. Il y a une mot qui vient, c'est discrepancy, mais c'est pas le bon mot, une discordance entre ce que les gens ressentent et ce qu'on peut mesurer. Mais l'idée, c'est que c'est très, très haut en intensité, et ça met très longtemps à se moduler, se réguler. Et c'est à ce moment-là qu'il se passe les deux choses qu'on a dites. Premièrement, quand l'émotion elle est très élevée, c'est très difficile de réfléchir, d'être rationnel, de communiquer de façon appropriée. On n'est pas efficace quand l'émotion est très élevée. Et la deuxième chose, c'est que souvent les gens vont utiliser des stratégies efficaces pour réguler les émotions à court terme, mais qui leur rajoutent plein de soucis, la sexualité, l'alcool, les drogues, se couper, enfin tout un tas de choses qui vont faire baisser l'émotion. Mais vous comprenez que ça peut amener bien d'autres soucis. Ayez en tête que les gens font du mieux qu'ils peuvent avec la situation. Hein, si je fais la liste des conneries, entre guillemets, je dis avec affection et trivialement, mais que je viens de citer, c'est pas pour épater la galerie, c'est juste les stratégies que j'ai trouvées pour améliorer ma régulation émotionnelle. La définition du trouble de personnalité limite, on en a dit les grandes lignes, l'instabilité. Les deux mots qu'il faut retenir, à mon avis, c'est instabilité, impulsivité, l'instabilité des émotions. On a parlé des grandes variations d'émotions. Souvent, une des émotions qui est mise le plus de l'avant, c'est la colère. Les explosions de colère causent des soucis. L'instabilité dans les relations.
Donc de changer de partenaire, de changer de réseau relationnel, d'être marqué par l'abandon, le sentiment de rejet, Argine nous en a bien parlé. L'instabilité dans l'identité, je ne sais pas trop ce que je veux, je ne sais pas trop ce que je vaux. Donc une instabilité comme ça, à savoir une des illustrations qui rejoint un peu le témoignage d'Argine, c'est une de mes patientes qui croise une amie qui lui dit ah mais toi tu dois être du style, pas une amie justement, une connaissance qui dit toi tu dois être du style à aimer la moto. Elle n'avait jamais pensé à faire de la moto, et à partir de là elle s'est dit ah ben oui, elle doit avoir raison, je dois adorer la moto, donc elle a acheté une moto, etc., se mettant dans le trouble avec la moto. Enfin bon voilà, c'est ce genre de choses où il y a une telle instabilité, une telle influence du regard de l'autre que ça peut poser des difficultés. L'impulsivité pour les psychiatres, il faut qu'elle soit présente dans plusieurs domaines, on dit au moins 2. C'est pas être impulsif juste avec les dépenses ou juste avec tel ou tel aspect, et puis il faut qu'elle soit dangereuse, donc potentiellement préjudiciable. Donc quand il y a ces grandes catégories-là, c'est là où on parle de troubles de personnalité. La fréquence du trouble, donc là moi je m'appuie sur une étude qui est sévère. Pourquoi je dis ça? Parce que vous pourrez trouver des chiffres qui sont plus élevés. En général, quand vous avez, alors je pense que c'est une maladie des médecins, mais peut-être d'autres professions, en tout cas chez les médecins, je vous garantis que c'est vrai, chaque fois qu'un médecin parle du trouble avec lequel il travaille, il va dire à quel point c'est important, il va vous donner des chiffres les plus élevés possibles. Bon, là j'ai pris des chiffres qui sont vraiment raisonnables, qui sont vraiment très, je pourrais expliquer pourquoi, mais qui sont très sûr, très sécuritaire. Donc on pense que c'est 8% de la population occidentale qui a un trouble de personnalité. Donc les troubles de personnalité, il y en a plein. On les regroupe dans 3 grands tiroirs, le groupe A, le groupe B, le groupe C. Le groupe B, c'est celui qui nous intéresse ce soir. Ça sera à peu près 3% de la population. Dans le groupe B, il y a la personnalité antisociale, narcissique, histrionique et limite. Et la personnalité limite, ça serait 1%. Si vous regardez les études, vous verrez des chiffres entre 0,5 et 6%. Vous verrez des chiffres qui sont très variables. Mais je vous propose de garder 1%. Le point qui est important pour ceux qui travaillent qui travaillent pas en population générale, mais avec des personnes, par exemple, au c'est que normalement, la population qu'on prend en charge en psychiatrie générale a des prévalences beaucoup plus élevées. Donc on va être en médecine générale autour de 6%, puis quand on est en consultation autour de 10-20%, et puis on va monter en hospitalisation, et aux urgences on est autour de 30 à 50%, ça dépend des études. Autrement dit, tout spécialiste, toute personne qui travaille en santé mentale dans un établissement comme le Vinatier ou en CMP devrait avoir une très bonne connaissance du trouble de personnalité limite ou borderline, parce que juste c'est hyper fréquent. À la question de savoir, c'est fréquent, d'accord, mais est-ce que c'est grave? Je dirais oui, c'est grave. C'est un trouble qui est sévère. À quoi peut-on le voir? D'abord, les personnes qui vivent avec un trouble de personnalité limite souffrent. Donc c'est d'abord cette sévérité qui nous intéresse, c'est la souffrance qu'ont les gens à cause de l'instabilité des émotions, à cause des conséquences des comportements qui visaient à réguler les émotions, à cause des pensées, on a parlé de l'abandon, du vide, le vide, je ne vais pas parler à la place d'Argine, mais ce que j'en comprends, c'est écrasant, c'est étouffant, c'est souffrant. Donc ça, c'est déjà un impact qui est important. Je vérifie, je ne dis pas de bêtises. La deuxième chose, c'est que c'est un trouble relationnel. Donc ça, c'est une des particularités. Par exemple, quand vous avez un diabète, c'est une maladie qui a des conséquences relativement sévères, ça dépend du diabète, etc. Mais a priori, ça impacte assez peu votre entourage. Là, c'est un trouble qui va diffuser. C'est-à-dire votre entourage, il devra composer avec l'instabilité des émotions, l'instabilité des relations. Donc c'est compliqué pour l'entourage. Entourage qui peut aussi avoir lui-même quelques difficultés dans la régulation des émotions. Et là, on arrive à des choses qui sont un peu compliquées. Donc c'est un trouble qui est plus en tache d'huile dans les effets qu'il a, ou même sur les lieux, en Amérique du Nord, on fait attention au travail, il y a un côté capitaliste productif qui fait qu'on a toujours ça dans la tête. Sur le milieu du travail, c'est difficile aussi, le trouble de personnalité. Si vous avez une instabilité, des relations, des émotions au travail, c'est compliqué. Le coût sociétal, juste pour vous figurer, on parle d'à peu près 40 000 € par an et par personne. C'était cette fin de semaine. Pourquoi je raconte cette histoire? Je prétends bien réguler mes émotions. Alors là, c'était loupé, pas comme peu. C'était loupé, pas comme peu. Et il y avait cette histoire d'invalidation qu'on voyait.
Donc je vais le samedi, je vais au marché, j'adore aller au marché. Puis quand j'ai fini mon marché, sur le passage piéton, il y avait des gens qui étaient sur le passage piéton. Moi, je m'engage sur le passage piéton. Et là, il y a une voiture qui arrive. Je visionne la voiture et la voiture pile. Bon, elle s'arrête, donc je passe mon passage piéton, puis je rentre. Et moi, j'ai aucune idée de ce que vit la personne dans sa voiture. Moi, je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que je vais faire à midi. Donc on n'est pas du tout aligné avec la personne. La personne me poursuit. Moi, je suis avec mon cabas, elle me poursuit. Et là, la personne me dit des mots plutôt désagréables. Et alors là, une colère. Le gars qui m'agresse alors qu'il a failli me renverser, qu'il a failli renverser des gens. Et donc là, je suis parti en dysrégulation, vraiment. Et donc, je me suis approché du gars, je suis rentré dans sa cabine je suis pas du tout, mais alors à 300 km de ça habituellement. Et là, je suis rentré dans sa cabine, mais alors toi, tu vas, etc., etc., etc. Et ça, c'est un exemple de dysrégulation. Je ne pense pas avoir un trouble de personnalité limite, et c'est juste pour normaliser le fait, ce que disait tout à l'heure Archie, que ça arrive, peut-être pas à tout le monde, peut-être pas à 100%, mais c'est un phénomène qui arrive dans la vie. J'étais surpris, j'avais la tête ailleurs, il m'a mis en colère, j'ai perdu le contrôle. Et là où c'était pas professionnel mon affaire, c'est que j'ai pas du tout validé. Le mec, il a peut-être eu très peur de renverser, d'avoir un accident, il était en colère parce qu'il pensait que j'étais en tort. Et il a le droit de penser, que ce soit vrai ou pas vrai, peu importe, il a le droit de ressentir de la colère. Et ni lui ni moi n'étions en capacité de valider, on était tous les deux en dysrégulation émotionnelle. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Bye bye. Le stop continue. Donc c'était un exemple d'invalidation et pour revenir sur la normalisation de la dysrégulation. Je vais juste revenir rapidement parce que j'aimerais que vous puissiez avoir cette ressource en tête. Sur la question de la validation émotionnelle qu'on a abordée tout à l'heure, j'entends souvent, parfois même dans les couples, une personne qui va me dire que, par exemple, elle se sent invalidée par son conjoint parce que son conjoint, quand elle lui parle d'une situation difficile, va être orienté solution. Et parfois, c'est aussi un tort qu'on a souvent quand on essaie de valider les gens sans s'en rendre compte, c'est « Ah bah voilà, je me sens triste, ah bah t'as qu'à faire ça ». Ah mais non, mais il suffit de... Et bah en fait, le but parfois c'est pas de trouver une solution, c'est vraiment de valider l'émotion. Ok, là je vois que c'est pas facile pour toi. Ok, tu veux en parler un peu plus, qu'est-ce que ça te fait ressentir? Parce que vraiment trouver des solutions, ça n'est pas validé émotionnellement et souvent c'est une nuance qu'on n'a pas trop en tête et qui nous amène à des trucs un peu malheureux où on se rencontre pas alors que les deux parties ont vraiment envie de pouvoir se rencontrer. Je vous invite à regarder sur YouTube une vidéo qui s'appelle It's Not Always About the Male, qui est vraiment très imagée et voilà, je vous laisse regarder parce que c'est vraiment très drôle. Les traitements qui sont recommandés sont les thérapies spécialisées. Donc les thérapies spécialisées, celle qui est la plus étudiée, la plus validée, c'est la thérapie comportementale et dialectique, TCD ou DBT, vous pourrez entendre les choses de différentes façons. Il y a d'autres psychothérapies qui sont validées, thérapie centrée sur le transfert, thérapie de mentalisation, thérapie des schémas, le STEPS, enfin, il y a plusieurs, les thérapies dynamiques, il y a plusieurs thérapies qui ont été validées scientifiquement. Si je mets la TCD, c'est celle qui a le plus d'études, donc voilà. Les enjeux avec la psychothérapie, il y en a plusieurs. Le premier enjeu, c'est que bon courage pour en trouver une psychothérapie spécialisée. Trouver une psychothérapie, c'est difficile. Une psychothérapie spécialisée trouble de personnalité limite, bienvenue en enfer. Donc le problème, c'est la capacité à fournir la thérapie qui est limitée. Ça dépend des zones géographiques, ça dépend de plein de facteurs, mais globalement, c'est un problème dans tout l'Occident, pas simplement en France ou à Lyon, c'est dans tout l'Occident. Deuxième enjeu, c'est l'acceptabilité. Quand les gens qui ont un trouble de personnalité limite, on leur propose une thérapie qui existe, il y en a la moitié qui vont la refuser. Et quand ils vont en thérapie, il y en a 20%, 30%, ça dépend des études ou des thérapies ou des thérapeutes, qui vont arrêter avant la fin. Donc la thérapie, c'est comme, waouh, c'est super, c'est la solution, mais vous voyez, il y en a plein qui ne veulent pas y aller, c'est pas acceptable pour eux. Donc ça ne sert à rien d'enfoncer dans la bouche de quelqu'un le hamburger qu'il ne veut pas manger. Le troisième aspect qui est difficile, c'est que ça fonctionne, mais c'est, on appelle ça une taille d'effet. L'effet est modéré. Ça ne fonctionne pas tout le temps, sur tout le monde et pour tout. Donc ça a un effet, mais comme on dirait, partiel. Donc c'est ce qui nous amène à réfléchir à des alternatives.
Et une des choses, on pourrait en parler longtemps, ici c'est le temple de la neuromodulation, donc on pourrait en parler, mais on pourrait parler de plein d'autres solutions alternatives. Mais ce que je veux vous amener à réfléchir, c'est que ce qu'on a fait au début, on a parlé des solutions des uns et des autres. Il y a des ressources chez les gens, il y a des ressources chez les personnes qui vivent avec ça, et donc il faut être capable de leur susciter l'espoir et de les mobiliser dans ce changement. On pourra rentrer plus dans les détails si vous voulez sur les alternatives. Enfin, on voulait vous laisser avec quelques ressources. La première chose pour les professionnels qui veulent... ce soir, c'est une conférence grand public, donc c'est ça l'audience qu'on visait, notre objectif. Le 6 juin, dans cette même salle, sur toute la journée, ça va être une conférence qui est plus adressée aux professionnels. C'est pas interdit à ceux qui ne sont pas des professionnels, il n'y a rien qui est caché, mais c'est plus dédié pour améliorer les pratiques des professionnels. Donc le 6 juin, dans cette salle, on va parler de l'innovation thérapeutique dans les troubles de personnalité. Donc pour ceux que ça intéresse, gardez-le en tête. Le site internet va sortir sous peu. J'ai perdu Leslie, donc j'ai perdu la... donc on attend quelque chose, on va le communiquer de façon plus officielle sous peu. Il y a des formations qui sont disponibles, hein. Maintenant c'est assez facile de se former. On a mis là le réseau français de TCD ou le réseau français francophone, je ne sais plus si c'est français francophone, l'un ou l'autre, RFTCD, RFMBT, c'est les deux thérapies les plus populaires, la thérapie comportementale et dialectique et la thérapie basée sur la mentalisation. Donc c'est des choses auxquelles on invite les thérapeutes à se former, ils vont être probablement plus efficaces pour aider les personnes qui rencontrent. Il y a des formations générales. Par exemple, si vous allez sur le DPC, donc Développement Professionnel Continu de l'Université de Montréal, il y a une formation sur le trouble de personnalité qui est en ligne et qui est gratuite. Si vous ne demandez pas de crédit, c'est gratuit. Donc vous pouvez avoir à la fois des témoignages de plein de personnes qui vivent avec un trouble de personnalité, mais aussi beaucoup d'informations sur les traitements, les prises en charge, etc. Une chose qu'on aime beaucoup, nous, c'est Connexion familiale. Connexion familiale, donc ça c'est plus pour les proches, donc il y a différents réseaux pour les proches, mais il y en a un qui est celui qui a le plus d'évidence à l'heure actuelle pour aider les personnes qui vivent avec quelqu'un qui a un trouble de personnalité. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est difficile de vivre avec quelqu'un qui a un trouble de personnalité limite, parce que c'est difficile de gérer la gestion émotionnelle, les relations, etc. Donc ça nous impacte, ça peut nous impacter, c'est normal, c'est correct, et donc ça, il y a des organismes pour vous aider. Il y a plein de livres qu'on pourrait vous conseiller. J'espère que tout le monde connaît les CMP. Donc si vous avez des questions plus spécifiques, après je resterai. Mais je voyais Argine qui voulait... Oui, je vais juste faire un petit complément sur la question de la thérapie. Il y a aussi du coup de ces thérapies spécialisées un modèle qui a émergé, qui est un modèle plus généraliste, qui reprend un peu les grandes thématiques qui fonctionnent en fait dans les thérapies spécialisées. Ça s'appelle le GPM, qui est Good Psychiatric Management. Et aujourd'hui, du coup, on a de plus en plus de personnes qui sont formées au GPM, donc c'est un genre de bonne pratique autour de la prise en charge des troubles de personnalité au borderline. Il y a de GPM qui existe pour d'autres troubles de personnalité, mais en tout cas, borderline, c'est quelque chose que j'ai en tête parce que c'est notamment ce que je fais dans le cadre de mon travail. Je travaille à Alexis, du coup, dans une structure qui est privée, mais qui a une filière spécifique pour les troubles de personnalité. Et dans ce contexte-là, on a monté avec plusieurs hôpitaux de Lyon un réseau lyonnais des troubles de la personnalité. Donc on a un site internet www.rl-dp.fr. Donc je vous invite à regarder parce qu'on a beaucoup de documentation et de contenu de psychoéducation. Nos livrets de psychoéducation à destination des patients, ils sont disponibles dessus. Voilà, si jamais ça vous intéresse et que vous avez besoin de ressources, il y a aussi une liste des professionnels libéraux qui sont formés à différentes thérapies, donc certaines thérapies spécialisées, mais aussi du GPM. Et on propose des temps de formation pour les libéraux au GPM. Donc voilà, sur LinkedIn notamment, si vous avez envie de vous intéresser à ces questions, ça fait partie des ressources à prendre si vous avez envie de vous former. Voilà. Et je peux que vous inviter à découvrir Connexion familiale si vous êtes aidant pour le coup, parce qu'il y a une allégorie que j'aime beaucoup. Quand on est dans l'avion et qu'on a un enfant avec nous, on doit d'abord mettre le masque à oxygène sur notre visage avant de le mettre sur celui de notre enfant. Quand on est aidant, c'est pareil. Vous avez besoin d'être aussi accompagné, d'être soutenu, d'être aidé. Et seulement si vous êtes bien, vous allez pouvoir soutenir votre proche. Il y a un réel enjeu, c'est pas juste votre proche qui a besoin d'aide, vous avez aussi potentiellement besoin d'un espace
ou d'épouser tout ça. Voilà, je m'arrête là.